Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son patrimoine. Nous aborderons son histoire, son architecture, sa décoration et ses légendes. Cette semaine, je vous propose de découvrir... La conciergerie se situe sur l'île de la Cité dans le 1er arrondissement. Avant de devenir un site touristique, le bâtiment abritait une prison. Mais quelle était la fonction originelle de l'édifice ? Dès le IVe siècle, l'île de la Cité se dote d'un palais. Celui-ci se situait au niveau de la cour de mai actuelle, du palais de justice. Il abritait le tribunal du prétoire et servait de demeure aux empereurs romains. Durant le Moyen Âge, le palais devint la résidence des rois francs, ponctuellement sous les Mérovingiens, puis de façon permanente sous les Capétiens. Il resta le palais royal jusqu'au départ de Charles V pour le château du Louvre en 1360. À partir de cette date, le palais devint une prison et fut placé sous l'autorité d'un concierge. Ce dernier assurait l'ordre, enregistrait les prisonniers et percevait les redevances de la location des commerces établis dans le palais. Sous Charles VI, la conciergerie devint une annexe de la prison du Grand Châtelet. L'établissement pénitentiaire connut une grande période d'activité sous la Révolution, avec l'installation du tribunal révolutionnaire et la multiplication des condamnations. De 1793 à 1794, plus de 2700 personnes comparaissent devant l'accusateur public Fouquier-Tinville. D'ailleurs, dans le musée actuel, une plaque comporte les noms des différents condamnés de cette période. Tous les prisonniers qui étaient détenus dans les différentes prisons de Paris, ainsi que dans certaines prisons de province, et qui devaient comparaître devant le tribunal, furent progressivement transférés à la conciergerie. Les cellules accueillirent plusieurs centaines de prisonniers dans des conditions inhumaines. En 1817, les lieux dévolus à la justice et à l'incarcération se séparèrent. L'entrée de la prison quitta la cour de mai pour le quai de l'Horloge. Il fallut attendre 1934 pour que le palais perde sa fonction pénitentiaire. Comme dans de nombreuses prisons parisiennes, les conditions de détention dépendaient du poids de la bourse du prisonnier. Les détenus sans ressources, les pailleux, dormaient, comme leur nom l'indique, sur de la paille et s'entassaient jusqu'à 50 par cellule. Ils recevaient quotidiennement 1,5 livre de pain et une soupe. La paille était changée à peu près tous les mois et coûtait un sol. Les prisonniers à la pistole, on va les appeler les classes moyennes, possédaient un lit. Il fallait compter 5 sols par jour pour un lit et 3 sols pour 2 lits, mais il fallait en échange accepter de partager sa cellule. Les draps étaient renouvelés toutes les 3 semaines en hiver et tous les 15 jours en été. Pour le chauffage, il fallait rajouter 20 sols. À cela, vous ajoutiez encore 22 livres par mois pour la demi-pension et 45 si vous vouliez une pension complète. Mais ce n'est pas tout, il fallait encore en plus sortir 20 sols pour les frais de géolage, soit le droit d'entrer et de sortir de sa cellule pour faire une petite promenade. Alors les prisonniers avaient le droit de faire aussi venir leur repas de l'extérieur. Oui, pas de souci, sauf que les gardiens prenaient une petite retenue de 16% du prix des courses. On pouvait même, si on en avait les moyens, embaucher un autre prisonnier pour vous servir de cuisinier. Les plus riches, les classes aisées, eux bien sûr patientaient dans des cellules individuelles, meublées, illuminées. La grande majorité possédait même un nécessaire d'écriture, car il était d'usage de rédiger ses mémoires avant de mourir quand on était un prisonnier célèbre. Entre 1770 et 1780, environ 200 prisonniers fréquentaient les différentes cellules de la conciergerie. En 1776, on dénombrait 99 hommes et 22 femmes à la paille, 29 hommes à la pistole, 25 hommes au cachot et 13 hommes et
14 femmes clouées à l'infirmerie. Durant la Terreur, ils seront près de 600. Qu'est-ce que le cachot? Le cachot, c'était un lieu clos et un peu obscur. Pas très enviable, hein, non. Honnêtement, il y a beaucoup mieux comme chambre d'hôtel pour les vacances. Il était réservé aux condamnés à mort et aux suppliciés. La paille était quand même renouvelée tous les 15 jours. Les conditions de détention pour le commun et à la pistole étaient bien sûr plus souples. Les hommes avaient le droit de se promener de 6h à 19h, sauf à l'heure du déjeuner, et à 14h afin de permettre aux femmes d'accéder à la cour à leur tour. Durant le XVIIIe siècle, les dames de charité apportèrent un petit peu de réconfort aux prisonniers. Du linge propre était livré chaque semaine, ainsi que des vêtements neufs qui leur étaient offerts à Noël. Une soupe chaude était servie 2 fois par semaine et les prisonniers recevaient de la viande tous les 15 jours. 3 conseillers du Parlement inspectaient la prison 5 fois par an. Le concierge était payé 15 000 livres par an. Il visitait les cellules chaque jour en compagnie d'un guichetier et assistait à la messe. Par comparaison, les 6 guichetiers de la conciergerie, qui officiaient en tant que domestiques pour les prisonniers à la pistole, étaient rémunérés 100 livres par an. Sacrée différence tout de même. Si les cellules semblaient être des lieux détestables, alors essayez d'imaginer ce que pouvait être l'infirmerie à cette époque. Les malades s'entassaient à 4 ou 5 par lit. Le médecin, infirmier, était la plupart du temps en fait un prisonnier avec un petit peu de culture. Il faudra attendre 1780 pour voir la construction d'une véritable infirmerie à l'étage proposant des lits individuels. Il fallait surtout attendre en fait l'évolution de la médecine et sa compréhension de la propagation des différentes maladies et microbes. Lors du bicentenaire de la Révolution française, soit en 1989, la conciergerie est remaniée et transformée en musée. La prison est reconstituée afin d'expliquer à ses visiteurs les conditions de détention et l'organisation pénitentiaire sous la Révolution. Diverses salles sont actuellement visibles et je vais maintenant vous les présenter. La salle des gendarmes date de la fin du règne de Philippe IV le Bel. Avec une superficie de 1730 mètres carrés, elle figure parmi les plus vastes salles d'Europe, dans le profil du Mont-Saint-Michel ou du Palais des Papes d'Avignon. Construite par Enguerrand de Marigny entre 1302 et 1313, elle mesure 64 mètres de long, 27,5 mètres de large pour une hauteur de 8,55 mètres. Elle formait 2 nefs parallèles sur 2 niveaux, dont seul le niveau inférieur subsiste. Les piliers composés des 9 travées sont semi-enterrés. Le chauffage était assuré par 4 immenses cheminées qui sont toujours présentes dans l'édifice, même si celles-ci ne servent plus depuis. Un dessin de Jacques Ier Androuet du Cerceau, daté de 1576, illustre la grande salle haute. La couverture, comme vous pouvez le voir, se composait de 2 voûtes en bois caréné. L'éclairage était assuré par des lancettes géminées trilobées, surmontées d'un oculus quadrilobé, jumelé dans chaque travée. Chaque pilier était décoré d'une statue polychrome de l'un des rois de France, depuis Pharamond jusqu'à Philippe IV le Bel, située à 5 mètres de hauteur. Ces sculptures, réalisées par Évrard d'Orléans, ont été détruites dans l'incendie de 1618. Cette immense salle est l'ancien réfectoire du personnel au service du roi, qui comptait à cette époque environ 2000 personnes. Le personnel accédait aux cuisines au moyen d'un escalier à vis qui fut détruit en 1353. En dehors des repas, la pièce servait aux séances de juridiction des enquêteurs réformateurs généraux du royaume. À l'occasion, elle servait également de salle de réception pour des dîners royaux. Sous la Révolution, donc, la salle est convertie en prison pour hommes, puis compartimentée en cachot. Face au nombre toujours croissant de prisonniers, un plancher fut installé à mi-hauteur afin de permettre l'aménagement de nouvelles cellules.
Le pavillon des cuisines fut construit sous le règne de Jean de Lebon entre 1350 et 1364. Les denrées alimentaires parvenaient par voie fluviale. Chaque cheminée avait une fonction spécifique. Il y avait celle pour les soupes, celle pour les ragoûts, celle pour les viandes, et l'utilisation de la quatrième reste un mystère. Cette salle voûtée se compose de 21 colonnes disposées en quinconce, dont 9 sont isolées et 12 sont engagées. La salle des gardes fut construite sous Philippe IV le Bel en 1310. Elle servait d'antichambre à la grande salle. Le roi y tenait son lit de justice, et plus tard, le tribunal révolutionnaire y siégea. Quand vous passerez par là, admirez surtout les magnifiques sculptures au sommet des piliers massifs. La rue de Paris ne doit pas son nom au simple fait qu'elle se situe dans la capitale, ou qu'elle longerait une rue de Paris située sur l'île de la Cité. Non, pas du tout. Elle doit son nom à Monsieur de Paris, le bourreau du tribunal révolutionnaire, qui rendait visite aux prisonniers par ce couloir. La rue de Paris fut annexée à la prison des hommes et compartimentée en de minuscules cellules, toujours pour faire face à l'afflux constant de nouveaux prisonniers. Sombre et étroit, le couloir des prisonniers distribuait de nombreuses pièces. La salle du guichet, le bureau du concierge, le bureau du greffier, l'arrière-greffe, le parloir, une salle de repos pour les guichetiers, l'infirmerie, la chapelle et la salle de la toilette. Le greffier consignait le nom des détenus sur les registres de la prison. L'ancien bureau est devenu la buvette du palais de justice depuis. Dans la salle de la toilette, les condamnés à mort étaient dépouillés de leurs objets personnels, pour le compte de l'État ou du bourreau. Ils étaient assis sur un escabeau, les mains liées dans le dos, afin d'avoir les cheveux coupés au niveau de la nuque. Une charrette les attendait dans la cour de mai pour les conduire jusqu'à l'échafaud sous les insultes d'une foule hostile. L'ancien oratoire de Louis VII fut transformé en prison collective où furent enfermés 22 Girondins dans l'attente de leur exécution dans la nuit du 29 au 30 octobre 1793. L'ancienne cellule fut ensuite transformée en chapelle expiatoire en souvenir donc des Girondins. La reine Marie-Antoinette est incarcérée à la Conciergerie le 2 août 1793. Louis XVI est déjà mort. Elle est installée dans l'ancienne salle du Conseil, une pièce humide donnant sur la cour des femmes par une fenêtre étroite, dotée d'un lit, d'un fauteuil, de 2 chaises et d'une table. Marie-Antoinette était gardée par Madame Larivière, trop complotissante, vite remplacée par la citoyenne Harel, épouse d'un membre de la police secrète, ainsi que par 2 gendarmes. Comme vous pouvez le voir sur le plan, il s'agissait en réalité de 2 chambres séparées uniquement par un paravent. La reine était donc sous surveillance en permanence et privée d'intimité. Le 28 août, Marie-Antoinette reçoit la visite de Jean-Baptiste Michoni, administrateur des prisons, et d'un inconnu. Le limonadier avait l'habitude de venir humilier l'ancienne reine de France et en faisant visiter sa cellule à des étrangers tels des touristes venant contempler un animal dans une cage. Marie-Antoinette resta de marbre et prit son mal en patience. Sauf que ce visiteur est différent. Il est venu pour aider la reine à s'évader. Cet allié se nomme Alexandre Joseph Gons de Rougeville, plus connu sous le nom du chevalier de Maison Rouge. Discrètement, il fait tomber aux pieds de l'Autrichienne les 2 œillets blancs qui portent à la boutonnière. Au milieu des pétales, il a glissé un message pour l'avertir de son plan. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, la reine sort de sa cellule, franchit les différents guichets et avance tranquillement vers la porte de la sortie. Hélas, le garde en faction est pris de remords, renonce au pot de vin et dénonce Marie-Antoinette. Celle-ci est reconduite dans sa cellule avant d'être transférée dans celle vacante de Robespierre. La 2e cellule de Marie-Antoinette fut transformée en chapelle expiatoire sous Louis XVIII. L'Autrichienne y résida jusqu'à sa mort le 16 octobre 1793, à l'âge de 37 ans. L'ancien jardin intérieur bordant le logis du roi servait de lieu de promenade aux femmes emprisonnées. À cette époque, les hommes et les femmes étaient rigoureusement séparés. Ils avaient chacun une cour, prenaient leur repas à part et ne se croisaient en fait quasiment jamais. Dans la cour,
Les femmes venaient laver leur linge à la fontaine toujours présente et prenaient leur repas sur des tables de pierre. Dans un coin subsiste l'enclos des 12. Comme vous pouvez le voir, un petit espace triangulaire dans lequel les 12 condamnés à mort pouvaient dire au revoir à leur famille avant d'être embarqués vers la guillotine. Au-dessus des arcades, vous pouvez également apercevoir une cloche. Eh bien, je remercie un internaute de m'avoir fait savoir qu'en fait, cette cloche servait à rythmer la vie des prisonniers. Il savait ainsi quand l'heure des promenades, l'heure des repas, l'heure des visites, l'heure de la lessive, etc. Pour finir sur ce monument quand même pas très joyeux, il faut bien l'admettre, je vais vous raconter une belle histoire. Car des fois, ces prisons peuvent aussi avoir leur lot de bonheur. Antoine-Marie Chamand de Lavalette épousa le 22 avril 1798 Émilie de Beauharnais, la nièce de l'impératrice, et ce sur les conseils de Bonaparte. Conseil avisé puisque les deux époux s'aimèrent tendrement. En dépit du retour de Louis XVIII sur le trône et l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, Lavalette refusa de s'enfuir. Le 18 juillet 1815, il est arrêté chez lui et conduit à la conciergerie pour conspiration contre l'État et usurpation de fonction. Et oui, il avait signé le passeport du comte Ferrand, ministre des Postes, à sa place. Le comte est mis au secret, sans droit de visite, jusqu'à l'ouverture de son procès. Sa seule compagne aurait été la flûte du maréchal Ney, détenue au-dessus de lui. Ah, le procès fut des plus agités. Multiplication de faux témoignages et manipulation des jurés. Lavalette fut condamné à la peine capitale le 21 novembre 1815. Son épouse tentait chaque jour d'obtenir sa libération ou au moins une remise de peine auprès du roi, des ministres ou d'une personne influente. Le pourvoi en cassation fut rejeté. Le 19 décembre, veille de son exécution, elle et sa fille rendirent visite aux prisonniers. « Il paraît trop certain que nous n'avons plus rien à espérer. Il faut donc, mon ami, prendre un parti. À 8 heures, vous sortirez couvert de mes vêtements. Vous monterez dans ma chaise à porteur qui vous conduira jusqu'à un cabriolet que M. Baudus vous tiendra prêt. Point d'objection. Je meurs si vous mourrez. » Le comte, guère enjoué par ce plan, céda aux suppliques de sa femme. Il revêtit les affaires de son épouse, puis quitta la cellule au bras de sa fille. Il dissimula son visage dans un mouchoir, en passant devant les greffiers, feignant d'être chagriné, monta les escaliers et sortit de la conciergerie. Le cabriolet d'Amable de Baudus l'attendait et le conduisit au ministère des Affaires étrangères, dirigé par un complice, le duc de Richelieu. Lavalette se cacha dans l'appartement de fonction de Bresson, chef de la division des fonds et de la comptabilité. Le 8 janvier 1816, il quitta Paris avec la complicité de 3 officiers anglais, Bruce, Hutchinson et le général Robert Wilson, déguisés en colonel sous le faux nom de Lassac. Il gagna Mons en Belgique, puis la Bavière, siège de la famille de Beauharnais. Gracié en 1822, Lavalette revint dans la capitale française et retrouva son épouse. Hélas, celle-ci, enfermée dans le cachot de Ney, fut maltraitée, menacée, terrorisée. Après l'accouchement de son enfant mort-né, elle perdit complètement la raison. Et c'est dans cet état que son mari la retrouva. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu, que vous avez découvert un nouveau monument avec joie. Et j'espère surtout vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt!